Mais là, il faut poser une question en tant que peuple. Là. Si on a un problème avec des gens qui manifestent devant un Parlement, alors qu'il y a des manifestations pro-Hamas qui manifestent, qui appellent au djihad devant le Parlement, puis ça, c'est pas un problème? Bonjour à tous, un petit mot pour remercier ceux qui nous appuient financièrement. C'est grâce à vous que le projet fonctionne, que nous allons pouvoir continuer de vous offrir du contenu vraiment intéressant et même continuer de vous surprendre. Ceux qui nous suivent comme ça et qui voudraient en savoir plus, qui voudraient accéder aux épisodes également d'avance, sans publicité, il y a 2 options qui s'offrent à vous. Vous pouvez descendre comme ça le curseur sur YouTube, vous allez voir l'option rejoindre, se joindre, vous allez voir que pour une somme modique, vous allez accéder aux épisodes 3 semaines d'avance, sans publicité, et également du contenu exclusif pendant 3 mois. Sinon, on est sur Patreon également, le lien est dans la description. Merci, à bientôt. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'Il reste du monde. Ça fait longtemps que je veux parler de journalisme. Je traite souvent la question des médias. La crise des médias, qu'est-ce qu'un média? Comment les médias vont-ils s'en sortir? Sont-ils véritablement dans l'embarras? Mais le journalisme, pour moi, c'est pas exactement la même question. Le journalisme, c'est presque une question technique. En fait, on est entouré de journalistes. Des fois, il y a des gens qui me disent « Toi, Rémi, tu es un journaliste. » Puis là, je leur dis « Mais non, je ne suis pas journaliste. Je suis un chroniqueur. » Et là, je me rends compte, finalement, qu'on ne sait pas de quoi on parle quand on parle de journalisme. Je pense que ma prochaine invitée, Alexandra Lavoie, bonjour. Bonjour. Tu travailles pour Rebel News. Toi aussi, je pense que tu composes avec cette question-là. Est-ce que toi, tu te présentes comme journaliste? Journaliste et reporter. OK. Qui est 2 types de journalisme. Le reportage, c'est sur le terrain, c'est ça? Est-ce que c'est... Autant que je sais, on va faire des accès à l'information. Donc, on va rapporter plus du concret. D'autres fois, ça va être sur le terrain. D'autres fois, ça dépend tout le temps. OK. Moi, je ne suis pas journaliste, je suis chroniqueur. Je fais la différence entre les deux. Toi, tu te revendiques comme étant journaliste. Le journalisme, c'est quoi? Le journalisme, c'est de rapporter l'information, informer le public pour que le public ait l'information pour comprendre les situations qu'on voit un peu partout. De façon neutre, nous dit-on. Donc, on nous dit, c'est ça le journalisme. Le journalisme, contrairement à la chronique, c'est oui, de rapporter les faits, mais on essaie de faire preuve de neutralité. Est-ce que tu crois à ça, la neutralité journalistique? Neutralité journalistique, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous, en fait, si on regarde Rebel News, ça le dit. Donner l'autre côté de l'histoire. Donc, à la base, on va voir que oui, ce ne sera pas 100% neutre. Et c'est pour ça que les gens nous regardent, parce qu'on raconte l'autre côté de l'histoire. Donc, il faut aussi voir que quand on dit qu'on raconte l'autre côté de l'histoire, c'est qu'il y a un côté qui est montré et non l'autre. Oui, puis l'autre côté, donc pas celui que vous montrez, mais l'autre côté, donc celui qui est montré par les autres. Ça fait comment ça va être un peu mélangeant, cette phrase-là. Ça, c'est un côté qui n'est pas forcément montré avec une neutralité, je présume, dans ton esprit. Effectivement. Parce que Radio-Canada, par exemple, qui vous reproche souvent, la presse également, là, je relisais un texte de Jean-Hugues Roy qui se penchait là, sur la question du statut de journaliste de Rebel News. Il disait, ils ont pas, par exemple, de code de déontologie, chose que Radio-Canada a, chose qu'ont d'autres médias. Mais dans les faits, on se rend bien compte des fois, pour ne pas dire souvent, que Radio-Canada, pour prendre cet exemple-là, rapporte pas les faits avec une grande neutralité. Là. Je veux dire, il y a des thèmes qui sont pas couverts par Radio-Canada. Il y a des événements que Radio-Canada couvre seulement quand c'est absolument inévitable de le faire. On pense, par exemple, puis ça, c'est ce qui occupe une bonne partie de ton temps, les prières de rue. Prières de rue devant la basilique Notre-Dame à Montréal. Moi, si je ne vous suivais pas, toi, Guillaume Roy, sur Twitter, je ne saurais pas qu'il y en a des prières de rue. T'sais, pourtant, c'est un événement presque quotidien qui implique des dizaines, voire des centaines de personnes. Ça choque des gens. Il y a des gens qui se réunissent pour contester le fait que des militants pro-palestiniens choisissent la basilique Notre-Dame pour faire des prières de rue musulmanes. Quand on vous reproche de vous concentrer sur un événement, est-ce que ça, en soi, c'est pas aussi
une preuve qu'on n'est pas neutre de façon journalistique, c'est-à-dire que nous, on n'en parle pas, vous en parlez. Ah, ben, c'est un choix que vous avez fait d'en parler. Oups, mais nous, on n'en parle pas. C'est un peu ça qui est un peu absurde dans cette histoire-là. Oui, mais c'est absurde parce que, en fait, en soi, c'est qu'il y a des sujets qui sont tout simplement omis. Je ne sais pas si c'est de façon volontaire ou directionnelle, ou ce qu'on on se fait dire de peut-être ne pas les couvrir ou quoi que ce soit. Mais moi, pour les prières publiques, comme vous venez de le dire, il faut en parler, mais personne d'autre qui en parle. Nous, on y va, on essaie d'avoir les images pour montrer justement aux Québécois que ça se passe. Ça se passe quasiment à toutes les fins de semaine. Et il y a des gens qui, eux, sont choqués par ça parce que à l'arrière de ces prières-là, c'est pas des prières neutres, en fait. Le groupe qui mène ces prières-là, qui est Montréal for Palestine, que je suis depuis longtemps, c'est des gens qui s'affichent avec des vues pro-Hamas. C'est des gens qui le glorifient également. Donc, en tant que tel, ça serait juste une prière qui arrive de temps en temps à cause que c'est une célébration, ça serait différent. Mais là, on parle de quelque chose qui est hautement politique. Comment vous avez fait pour découvrir que ça se passait, ça? Est-ce que c'est des gens qui vous ont écrit pour vous dire « Hey, il se passe quelque chose, puis j'en entends parler de nulle part, vous devriez vous intéresser à ça? » Bien, moi, je suis un peu les soulèvements qui se sont produits suite au 7 octobre 2023. Mm-hmm. Et j'ai vu justement là, ce groupe Montréal for Palestine là, qui prenait la rue quasiment chaque dimanche, en fait, chaque dimanche, et qui, au début, c'était des manifestations qui se sont transformées ensuite avec une prière pour terminer les manifestations. Donc, c'est pour ça que moi, j'avais déjà l'information que ça se produisait. Donc, il n'y a personne qui m'a dit « ça se produit ». J'étais déjà au courant. Parlons-en justement de ces prières-là, puis on reviendra tantôt à la question du journalisme. Qu'est-ce que c'est que le journalisme, l'état du journalisme au Canada? Parce que je pense que de toute façon, elle traverse même la question des prières de rue, que je rappelle, elles ne sont pas couvertes par à peu près aucun média traditionnel. Sur le terrain, est-ce que les gens, parce que ça, c'est un des grands soupçons là, qui habitent le cœur des gens qui sont choqués par ces prières-là, on se dit que c'est de la provocation. Hein, moi, je me rappelle d'une discussion que j'avais eue avec quelqu'un que j'estime être très naïf. Je ne la nommerai pas, cette personne-là, mais elle me disait non, mais c'est parce que tu sais, Rémi, les prières de rue, les prières musulmanes, elles doivent être faites en direction de la Mecque. Donc, il faut se tourner dans ce plan. Je dis, oui, il y a juste la basilique Notre-Dame à Montréal qui est dans l'orientation de la Mecque, bien entendu. Est-ce que tu leur parles à ces gens-là qui sont dans la rue pour l'organisation Montréal for Palestine? Est-ce que tu leur as demandé si c'était de la provocation? C'est impossible de leur parler. J'ai essayé à plusieurs reprises. J'ai même fait un reportage sur les 3 leaders de ce mouvement-là. Et à chaque fois, je me fais soit interpeller physiquement, je me fais crier après, je me fais mettre des insignes dans le visage. C'est extrêmement difficile de leur parler et c'est extrêmement difficile de filmer leurs prières parce qu'ils refusent qu'on les filme, tout simplement. Mais vous êtes dans un espace public et tous les gens ont le droit de filmer ce que vous êtes en train de faire. Ben oui, tout à fait. Puis est-ce que tu ne penses pas qu'il y a le fait que tu sois une femme aussi, ça puisse les choquer davantage, que toi, femme que tu es, tu poses des questions, tu te questionnes, tu doutes, tu veux aller au fond des choses. Si c'était un homme, peut-être qu'on oserait t'accorder un peu d'attention. Peut-être... Non. Parce que mon caméraman a déjà essayé d'y aller seul. Et ça a été la même réaction pour lui. Et impossible d'engager une conversation, impossible de leur poser des questions. J'avais même essayé de parler avec Iyad Abou Ahmed, qui est lui qui mène les prières. Je pense qu'il travaille également là, pour une des mosquées à Québec, pour lui demander pourquoi il avait dit que le 7 octobre 2023 était une victoire. Et j'ai été reçue avec des insultes, des accusations que j'étais une génocidaire, que j'aimais que les enfants soient tués. Es-tu génocidaire? Bien sûr que non. Là. Je veux dire, c'est
comme je vous dis, la conversation ne se fait tout simplement pas. Mais parle-nous quand même de ces gens-là qui sont masqués, évidemment. Là, donc, il y a quand même une limite dans l'exploration de ce qu'ils représentent. Mais ils sont jeunes, ce sont majoritairement des garçons. Est-ce que ça semble être des Québécois d'ascendance canadienne-française ou on est plus devant des gens issus de l'immigration? Toi, tu les fréquentes, ces gens-là. En tout cas, tu essaies de t'approcher d'eux régulièrement, là, une fois par semaine, depuis plus d'1 an. Ben, c'est parce qu'il y a 2 groupes. Il y a plusieurs groupes, en fait. Il n'y a pas juste Montréal for Palestine. Il y a beaucoup de sous-groupes. Il y a des groupes des étudiants. Il y a des... Montréal for Palestine, ça va être majoritairement beaucoup de personnes issues de l'immigration, mais aussi avec eux, ils vont avoir des gens, justement, des étudiants ou des gens de la gauche qui vont manifester avec eux. C'est des gens de tous les âges. Il va y avoir autant des personnes qui sont jeunes que des personnes qui sont plus âgées. Tandis que dans d'autres groupes, on va voir, là, ça va être plus jeune, plus des étudiants comme l'UQAM ou Concordia qui vont se lever pour aller manifester. Mais souvent, ils ne le font pas en même temps. On va voir que le samedi, c'est le Youth Movement pour Palestine. Puis le dimanche, c'est Montréal for Palestine. Donc, ils produisent pas ensemble leur manifestation. Là. Puis comment ils s'organisent, ces gens-là? C'est-à-dire que ils ont une conviction là, profonde parce qu'ils reviennent à la charge une fois par semaine comme ça depuis plus d'1 an. Je me rappelle les avoir vus à la pluie. Je me rappelle les avoir vus malgré le froid. Donc, ils sont convaincus, mais ça prend des moyens aussi. Est-ce que vous êtes allé jusqu'à vous demander comment c'était financé, ces organisations-là? Bien, je sais qu'ils ramassent de l'argent. Il y a Ends for Charity, je pense qu'ils ramassent de l'argent. Ils ramassent aussi de l'argent eux-mêmes, mais j'ai pas été creusée plus loin que ça. Ça prend du temps, ça prend beaucoup de moyens. Je suis seule. Donc, c'est sûr que je continue à faire mes recherches par moi-même, à essayer de creuser. C'est difficile au Québec, il n'y a pas beaucoup de transparence, il n'y a pas beaucoup aussi de moyens d'accès pour savoir où ce que tout se passe, ce qui est différent dans d'autres pays, où il y a plus de transparence à ce niveau-ci. Mais ce que je sais, c'est qu'eux-mêmes ramassent de l'argent parce que quand tu te dis qu'ils publient des vidéos qu'on voit que c'est filmé en Palestine et qu'il y a des gens avec des pancartes de Montréal for Palestine là-bas, donc tu te dis que où est-ce que l'argent provient? Ben oui, c'était une question intéressante, ça, à se poser. Là. Puis la police est sur place. Moi, je vois souvent des images de toi ou de ton caméraman qui, malgré le fait que vous soyez victime d'intimidation, je pense notamment à une fois où on t'a aspergé de peinture. Oui. C'était il y a quelques mois. La police, qui a quand même maille à partir avec ces militants-là, souvent, qui les trouvent bien emmerdants, on dirait pas qu'ils sont de votre bord. Je sais pas si tu as le même sentiment que moi. Non. Mais je suis sûre qu'il y a des polices qui, eux, sont de notre côté, sans vouloir nécessairement le dire. Moi, je vais toujours défendre la police. Je trouve que la police est importante. Mais lorsqu'il y a un double standard, c'est là qu'on a un problème. Et, mais parlons-en de ce double standard-là. On voit que ces groupes-là ont des privilèges que d'autres groupes de manifestants. Admettons que les manifestants vont... comme par exemple le convoi de la liberté ou les manifestations contre les mesures sanitaires n'étaient pas traitées de la même manière. Ni journalistiquement, ni par les forces policières. En tout cas, moi, je me rappelle que Radio-Canada a couvert le convoi des camionneurs. Ah, ça c'est sûr. Ça, on pouvait savoir qu'est-ce qui se passait avec le convoi des camionneurs puis avec les manifestations des pro-vax, là, comme on les appelait, de façon très méprisante d'ailleurs. Là, il y avait le... Anti-vax. Anti-vax, exactement. Oui, tu as raison, excuse-moi. Anti-vax. Les anti-vax, là, ça, il y avait par contre des journalistes qui étaient présents. Les manifestations pro-palestiniennes, ça, ils sont évaporés dans l'air comme ça. Dans le traitement dont tu parles des manifestants, de quoi exactement il est question? Est-ce que tu trouves que les policiers sont plus indulgents avec les manifestants pro-palestiniens? Puis de quelle façon le sont-ils? Ben, en fait... ils n'interviennent pas quand il y a de la violence? Ces gens-là utilisent des bombes fumigènes au milieu de la rue. Ils peuvent parquer leurs camions un peu partout, même si c'est des zones de non-parking. Ils ont le droit de faire quasiment tout. Juste l'autre jour, à la Wild Pride, là, la deuxième
Fierté, là, qui s'est fait en parallèle avec Fierté Montréal, il y avait quand même des insignes marqués Death to the IDF, qui est un discours haineux, qui devrait être, en fait, sévi par la loi. Mais ces pancartes-là n'ont jamais été demandées d'être enlevées. Et dans ce groupe-là de White Pride, il y avait justement les gens justement pour la Palestine, etc., les gens les plus radicaux, on va dire, là, les étudiants de l'UQAM, etc. Et la police n'a jamais rien fait. Là. Ils n'ont jamais demandé écoutez, vous ne pouvez pas utiliser ces insignes-là. Là. Alors même que d'habitude, le porte-parole de la police de Montréal dit nous, on peut intervenir s'il y a justement ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire des messages haineux, des menaces, par exemple, de mort. Là, on prend ça très au sérieux. Puis la raison pour laquelle on n'intervient pas avant ça, c'est qu'on n'a pas le sentiment que ça existe, ça. Mais là, ça, c'est une preuve documentaire que ça existe, c'est inscrit sur une affiche comme ça. Pourquoi penses-tu que la police fait ça? Parce que là, évidemment, on spécule. On s'entend, là, mais les manifestants, ils disent souvent ce sont les mêmes, on les connaît. Ça, c'est la formule que je retiens du discours de la police de Montréal. On les connaît. Donc, ça veut dire qu'ils sont fichés. On connaît leur nom, on sait où ils habitent. Ça devrait être facile de procéder à leur arrestation quand ça déborde. Non, c'est pas facile. Et pourquoi ça l'est pas? Les gens sont masqués. Il y a beaucoup de gens qui sont masqués. Donc, juste dans mon cas, quand je me suis fait agresser avec des produits chimiques au parc Victoria, ils n'ont pas trouvé personne. Ils ont ouvert quand même une investigation. Ils n'ont pas trouvé personne et ça fait 1 an et quelques. Donc, il n'y avait pas la police autour? Il y avait la police autour, mais puisqu'ils n'ont pas arrêté sur le fait les individus, ils ne veulent pas le faire parce qu'ils... de peur que ça crée une escalation, puis que ensuite de ça, ça résulte à un plus gros problème. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est que ces gens-là n'ont aucune conséquence pour leurs actes. Le vandalisme qu'on voit quand même assez souvent, on a vu des graffitis, des statues carrément peinturées, juste à, je crois que c'était à McGill, les murs complètement peinturés de graffitis. Ça coûte de l'argent, c'est partout, là, c'est dans la ville, et ces gens-là n'ont aucune conséquence pour leurs actes. Revenons à la question du journalisme, parce que Rebel News, c'est donc rebelle. Il y a le mot rebelle là-dedans. Au-delà, puis on va y venir parce que pour le moment, c'est plus le nom qui m'intéresse de votre organisation. Moi, j'ai toujours pensé qu'un journaliste, ça devait être rebelle. Je l'ai répété sur plusieurs tribunes. Pour moi, le plus grand journaliste de tous les temps, c'est Tintin. C'est Tintin, parce que Tintin, il se fait dire « va pas là », puis il y va. Puis Tintin se fait dire, au début, des fois, des albums de Tintin, ça va bien, il se repose au château de Moulinsart avec Capitaine Haddock. Et là, il pourrait décider de ne pas se pencher sur une question, mais il est rebelle, donc il y va. Et là, il tombe dans le pétrin, puis là, il y a encore des occasions de s'en sortir, puis il continue d'aller de l'avant. Est-ce que tu penses qu'on enseigne encore ça aux journalistes dans les écoles de journalisme, l'importance d'être rebelle? Je crois, je suis pas sûre, mais mon opinion, c'est que non, on enseigne plutôt à être politiquement correct. C'est grave, ça. C'est très grave, parce que, je veux dire, être politiquement correct, ça veut dire être du côté du politique. Ça veut dire que si le politique nous enseigne à respecter une certaine forme de manière de vivre, ben on va l'apprendre, cette forme-là, puis on va la faire sienne. Tu sais, Rebel News, on peut être critique. On a déjà échangé des messages, toi et moi d'ailleurs, sur Twitter, puis j'avais trouvé ça un peu, je vais le répéter, là, pas ce que tu m'as répondu, mais moi, ce que je reprochais à Rebel News. Pendant la campagne électorale fédérale, la dernière, il y a eu des soupçons là, d'ingérence ou en tout cas de conflit d'intérêts entre l'organisme For Canada et Ezra Levin, qui est à la tête de Rebel News. Puis je t'avais écrit, c'est difficile à défendre, Alexandra. Je veux dire, là, on a quasiment la marque noir sur blanc d'un conflit d'intérêts. Puis, bon, tu avais défendu la cause de ton organisation, puis tu n'es pas ici pour qu'on parle de ça. C'est une question très technique. Honnêtement, je pense que ça emmerderait les gens. Mais Rebel News a des défauts, à mon avis. Sur la question de la neutralité, je pense que vous ne l'êtes pas vraiment. Je pense qu'un code de déontologie, ça ne serait pas une mauvaise idée non plus. Mais je suis obligé de reconnaître que de l'autre côté de la clôture, même si on se drape d'être déontologique, même si on dit nous autres on est neutre, dans les faits,
ils ne le sont pas vraiment. Est-ce que c'est pas ça qui vous rend pertinent finalement? C'est-à-dire, de l'autre côté, on lance des promesses puis on n'obéit pas à ces promesses-là. Donc, nous, c'est notre raison d'être. En fait, vous dites on n'a pas de code de déontologie, on a un code journalistique et c'est le code journalistique de la presse indépendante sur laquelle on est accrédité. On a aussi un code de l'employé là, à suivre. Mais tu sais, nos règles sont simples. Vérifier nos informations, suivre les faits et l'information, rapporter ce qu'on voit, ce qu'on voit en temps réel et de faire ça aussi que, justement, il n'y a pas d'accusation à tort ou des choses comme ça. Donc, on nomme les choses et je pense que c'est ça que les gens n'aiment pas, c'est qu'on met le doigt sur les bobos et on montre la réalité de ce qui se passe et les gens, ça les froisse et les gens se fâchent par rapport à ça. Mais vous penchez d'un bord plus que d'un autre, puis c'est pas tant un reproche que je vous fais, parce que comme je te dis, je veux dire, je pourrais pas recevoir quelqu'un de Radio-Canada puis faire semblant que je pense pas qu'ils penchent eux aussi d'un certain côté plus que d'un autre. Mais de votre côté, est-ce que vous l'assumez que vous penchez plus d'un bord que d'un autre? En le disant, nous racontons l'autre côté de l'histoire. Ouais. Vous nous regardez pour l'autre côté de l'histoire. Donc, vous voulez entendre qu'est-ce qui se passe. C'est quoi cet autre côté-là? Comment on le nomme, cet autre côté de l'histoire-là? Je peux vous donner un exemple, OK? Oui. Quelque chose que j'ai fait il n'y a pas durant le convoi. La CBC avait fait un article sur le pauvre homme qui avait été tant abusé par le convoi, qui avait tout perdu, qui devait vivre dans son auto, qui avait tout perdu ses économies. Pauvre lui. Et par la suite, j'ai commencé à recevoir des messages comme quoi que cet homme-là, non, c'était pas vrai. Et là, j'ai commencé à creuser sur cet homme-là. Et finalement, qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est que cet homme-là, en fait, c'est un fraudeur. Un fraudeur qui a toujours principalement habité dans son auto, a fait beaucoup de victimes, continue à faire des victimes aujourd'hui parce qu'il n'a pas été encore arrêté par la police. C'est un homme aussi que, dans sa jeunesse, a été arrêté pour avoir violé une adolescente, sachant qu'il avait le sida. C'est aussi un homme qui se victimise et que lorsque l'article de CBC est sorti, il avait fait un GoFundMe pour être capable de ramasser de l'argent, des gens qui allaient avoir pitié de lui. Et ensuite de ça, il a pris la poudre d'escampette puis il est parti. Et il est parti ailleurs, dans une autre province. Et moi, j'avais exposé le tout. J'avais fait une série de 3 pour vraiment montrer les témoignages des gens, montrer également les faits, les dossiers que j'avais trouvés en cours, etc., pour montrer vraiment que le journalisme qui avait été fait par CBC était horrible. On n'avait pas vérifié un peu le passé, les antécédents de cet homme-là. Ensuite de ça, qu'est-ce que je vois pas? Quelques mois par la suite, 24 heures avait sorti un article. Un pauvre homme victime de la crise du logement. Et là, qui que je vois pas? Cet homme-là encore sur le cover de leur article. Et c'était même pas son nom, son vrai nom qui avait été utilisé dans l'article. Et là, j'avais contacté justement 24 heures pour leur dire, écoutez, saviez-vous que c'est faux ce que vous êtes en train de raconter? Cet homme-là n'est pas une victime de la crise du logement. Cet homme-là vit dans son auto et c'est ce qu'il veut. Et il continue à faire des victimes en jouant à la victime lui-même. Et tout ce qu'il m'avait répondu, que le pourquoi il avait ôté leur article par la suite, c'était parce que cet homme-là avait trouvé un logement. Je dis, on n'enlève pas un article parce que tout simplement, cette personne-là, son état a changé. C'est que vous savez que votre article était bourré d'erreurs et que le journaliste n'a même pas pris la peine de vérifier l'identité de l'homme en question. Là, il était question d'une erreur. Par contre, sur la question de ce que tu reprochais à Radio-Canada, c'était peut-être un peu plus grave parce que là, on était plus dans des choix éditoriaux. Pour respecter une certaine forme de récit médiatique, on avait omis de s'intéresser à certaines affaires qui rendaient le récit plus compliqué. Des fois, les journalistes, c'est ça qu'on leur reproche aussi, c'est de raconter des histoires. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de raconter une histoire. Puis d'ailleurs, l'expression, elle vient un peu de toi. Tu me dis tantôt,
Nous, on raconte l'autre côté de l'histoire. Mhm. Mais là où je m'interroge, c'est que je pense quand même, et là, c'est peut-être la seule fois de ma vie que je vais défendre un peu Radio-Canada, là, je pense quand même qu'il y a peut-être plus de chances que Radio-Canada couvre, mettons, la campagne fédérale qui vient de passer de façon fair que Rebel News pourrait le faire. Ben moi, si on me laisserait entrer dans n'importe quel parti puis pouvoir parler avec tout le monde, Ouais. je le ferais. C'est vrai. La chose est que je ne suis pas la bienvenue dans ces partis politiques-là. Si je me présente, je vais être escortée par la police à l'extérieur de l'établissement. Parce que tu n'as pas le droit d'aller à la tribune de la presse. Non. Donc, il faut que tu attendes les élus à la sortie de leur véhicule, que tu les suives comme ça, puis là, ils accélèrent le pas, puis là, toi, en quelques instants, tu dois absolument poser ta question comme ça. Pourquoi on te reproche, d'ailleurs, de rejoindre la tribune de la presse, d'avoir droit au même privilège qu'un journaliste? Ben, ils disent que je suis tout simplement pas une journaliste. C'est tout simplement qu'ils ne veulent pas me donner accès. Et je déplore le tout parce que qu'est-ce qu'une journaliste? C'est de poser des questions. Et la journaliste ou le journaliste ne devrait même pas exister dans l'image et devrait juste poser la question. En fait, l'important, c'est la réponse. Donc, peu importe la question, si la personne en face de toi n'est pas capable de répondre à ta question, mais ça en dit long. Et là, moi, on ne veut pas que j'accède. La seule fois où que j'ai été capable de parler avec M. Legault, parce que j'ai été capable, c'est parce que je me suis infiltrée. En fait, j'ai été capable de trouver où était la conférence de presse et je me suis présentée. On m'a pas vraiment trop posé de questions. Puis là, tout le monde se demandait comment ça j'étais présente. Mais lorsque j'ai posé ma question à M. Legault, il a dit que c'était une excellente question. Alors, pourquoi, au bout du compte, on me barre le chemin alors que mon travail est tout simplement d'essayer de faire la même chose, mais de poser des questions qui sont complètement différentes? Tu sais, on pose pas des questions, mettons... Ça vous a été reproché, les questions qui avaient été posées en marge du débat. Par exemple, à la dernière campagne électorale fédérale, moi, j'étais pas sur place, mais on a évoqué des questions interminables qui étaient teintées d'un point de vue. Donc, c'est comme si on avait laissé des chroniqueurs poser des questions. Est-ce que ça a été bien rapporté? Est-ce que c'est vraiment ça qui s'est produit sur place? Ben moi, ma question, c'était je savais que j'avais Jack Mincing à ce moment-là et je savais que Jack Min, de toute façon, n'allait pas répondre. Il répond jamais. Ouais. Donc, moi, le temps qui m'a été alloué était plus court que tout le monde, puisqu'il n'a tout simplement pas répondu à ma question. Et donc, quand je l'ai vu arriver, j'ai dit, bon, je vais poser une question en sachant qu'il ne me répondra pas. Et ma question était tout simplement pourquoi il supportait la censure. Je me rappelle pas exactement c'était quoi ma question au complet, mais c'est juste parce que... bon, en fait, je me rappelle pas de ma question, mais c'était principalement... il supporte la censure, il donne pas non plus d'espace aux gens qui ont un point de vue un peu plus conservateur, il les met tout de suite dans une catégorie. Je voulais savoir justement en tant que leader, est-ce que c'était approprié justement de vouloir censurer une certaine partie de la population, la mettre de côté. C'est sûr que, tu sais, il y a certaines questions il faut un peu de contexte parce que les gens ne comprendront pas nécessairement pourquoi que la question, s'il n'y a pas de contexte avec. Puis, tu sais, moi, en 2021, alors que j'étais aussi au débat des chefs, et ma question était encore plus longue que ça à M. Trudeau, il n'y a pas personne qui s'est plaint là, de ma question, là. Mais c'est juste parce que là, on était plusieurs journalistes indépendants de plusieurs différents outlets. Ouais. Ils nous ont tous mis dans le même bateau. Hein. Ils ont dit qu'on était 13, alors qu'on était 5 de chez Rebelle. Ben oui. Et les 8 autres d'autres organisations, mais c'est toute une même catégorie. C'est les fatigants, les journalistes qui sont pas des journalistes, des gens qui se prennent pour des journalistes. C'est beaucoup plus simple de couvrir la nouvelle de cette façon-là. Mais c'est quoi qui... parce que j'imagine que vous avez déjà essayé d'obtenir vos cartes pour assister à la tribune de la presse, pour pouvoir y prendre part. J'imagine qu'il y a déjà eu des démarches pour vous faire reconnaître comme journaliste tel quel. Ça serait tellement plus simple. Je veux dire, vous auriez des accès privilégiés à... Ben, moi, j'ai aidé avec la cage là, pendant 2 ans. Et quand c'est venu le temps de
renouveler ma carte. Ils ont refusé de me renouveler. Puis c'est quoi qu'ils ont donné comme raison? Juste que je suivais pas les règles de l'art, là. Mais tu sais, dans le fond, ils ont admis que je faisais du journalisme et que finalement, comment que je le faisais, c'était... comment qu'ils disaient ça? À cause qu'on faisait des pétitions, qu'on était trop engagés dans nos histoires. Alors que nous, les gens qui nous regardent veulent participer un peu à la vie médiatique et la vie politique. Et ces pétitions-là aussi, c'est une façon de leur permettre de pouvoir participer, de pouvoir être engagés, de pouvoir savoir qu'ils ont une voix, puis de savoir qu'ils sont entendus. Puis ça, c'est un des gros problèmes de notre société aujourd'hui, c'est qu'on essaie de supprimer un côté et on leur donne aucune place dans la vie médiatique, dans la vie politique. Et ces gens-là commencent à se révolter, à être fâchés. Et là, on voit vraiment des divisions au sein de la société parce que ces gens-là sentent qu'ils sont impuissants, puis ils sentent que peu importe ce qu'ils vont dire ou ce qu'ils essaient de faire, ils sont complètement mis à part comme une autre classe de citoyens. Puis ça ne devrait pas exister. J'ai une drôle de question pour toi, Alexandra. Est-ce que ce que tu me décris là, le phénomène... Puis ça, je le remarque là, en passant, là, surtout depuis la COVID, là, les gens, il y a une classe de la population. Quand je dis classe, il n'y a pas de hiérarchie, là, OK? C'est juste une catégorie de personnes qui ne se sentent pas du tout représentées par les médias traditionnels, qui sentent que leur voix n'est pas entendue. Je pense notamment à la dernière élection au Québec. Il y a 15% de la population qui vote pour Éric Duhaime. Aucun siège à l'Assemblée nationale. Donc, il y a quand même 15% de la population qui n'a pas sa voix à l'Assemblée nationale. Ce phénomène-là, et je suis d'accord avec toi, j'ai l'impression qu'il est en expansion. De plus en plus, les gens cultivent une grogne, une méfiance à l'égard des institutions. Est-ce que ça ne sert pas Rebel News d'une certaine façon? Je ne sais pas si ça sert, mais moi, je sais que ces gens-là, souvent, nous contactent nous en premier parce qu'ils veulent que leur histoire soit rapportée véridiquement avec les faits. Pour te donner un exemple, je ne sais pas si vous aviez entendu parler de ce qui s'était passé à Sainte-Pétronille par rapport, c'était des gens qui étaient en désaccord avec la nouvelle position d'une personne au gouvernement, le petit gouvernement municipal. C'est pas vraiment un gouvernement, mais en tout cas, bref, les gens, les dirigeants. Et je m'étais présentée là-bas, j'avais commencé à parler avec les gens parce que, bon, les médias en parlaient, mais j'étais intéressée aussi à couvrir de ma manière ce qui s'était passé. Et j'avais parlé avec des gens la première journée, ça avait bien été, et on s'était donné rendez-vous le lendemain pour pouvoir faire les entrevues. Le lendemain, quand j'ai essayé de les contacter, ils m'ont toutes refusé en disant « Ah, ben vous avez été, tu sais, vous êtes catégorisé d'extrême droite, ça va nous nuire, on ne veut pas être associé à ça, etc. » Je suis allée de l'avant, j'ai fait quand même mon reportage, j'ai raconté comme eux, ils m'avaient rapporté les faits, leur histoire, etc. Et j'ai monté mon histoire par la suite. Et ces gens-là m'ont recontacté par la suite pour me remercier parce que comment je l'avais divulgué, l'information, était la plus, j'ai juste le mot en anglais, accurate, le plus proche, le plus exact que les autres médias avaient fait. Et donc, moi, je suis les faits, je raconte ce que les gens me disent et j'essaye pas de couper 30 secondes par-ci et par-là. Je leur donne leur temps, je les laisse parler et je les laisse raconter l'histoire. Ce n'est pas mon travail de raconter l'histoire d'une autre personne, c'est aux personnes de raconter leur histoire. Non, c'est vrai que, puis d'ailleurs, vous avez sorti, là, on est vers la fin du mois d'août, vous avez sorti un reportage de 24 minutes, la Rebel News, sur les manifestations pro-palestiniennes devant la basilique. C'est vrai que vous privilégiez parfois le format long pour justement pouvoir ne pas vous faire reprocher de faire du montage et tout. Par contre, je reviens avec la critique que j'ai formulée tantôt, parce que pour moi, elle est centrale quand même. Vous avez un préjugé favorable pour des idées de droite et conservatrices, et c'est pas un reproche que je fais à Rebel News, parce que je suis obligé de faire le même à Radio-Canada, mais en changeant droite et conservateur par gauche et progressiste. Mais il y a quand même, je pense, parfois à Radio-Canada,
des élans et des petits épisodes de lucidité et de neutralité. Ça, à Rebel News, j'en vois peu. J'en vois peut-être même pas. Puis c'est un peu de votre faute et c'est beaucoup de la faute des autres aussi. Bien, ça Parce dépend. que... Il faut prendre chaque journaliste différemment. On opère toutes de manière différente. Si vous regardez le reportage que mon collègue Lincoln J avait fait, c'est sûr que c'est juste en anglais, vraiment rapporter les faits comme ils sont. Et rapporter les faits et son reportage était vraiment très neutre. Lui, comme il mentionnait, je vous laisse tirer vos propres conclusions. Ceci est les faits. Et il a essayé de poser des questions, justement, c'était par rapport à des gens qui mendient, mais c'est comme un scam, dans le fond, comment ils opèrent. Mais vous êtes neutre, parce que je les regarde pas mal tous, ces reportages-là, bien que celui-là, je ne l'ai pas vu en toute franchise. Quand ce sont des enjeux qui sont, et là, je vais peut-être me tromper en le formulant ici, mais non partisans, non politiques. Évidemment que l'itinérance, c'est politique. Mais quand ça ne concerne pas une campagne électorale ou des personnalités fortes du monde politique, Mark Carney, Pierre Poilievre, c'est là que j'ai pas juste l'impression, mais j'ai la certitude que vous penchez d'un bord plus que d'un autre. Radio-Canada aussi. Mais Radio-Canada ne passera pas à côté d'un scandale qui pourrait éclabousser les libéraux. Ils vont aller dans ce sens-là. Il y a plein d'exemples de ça. Puis, mais ce que je veux dire, c'est que le plus longtemps vous allez être tenu en dehors du milieu journalistique, vous allez vous radicaliser, c'est-à-dire que vous allez cultiver ce genre de discours-là. Et c'est là que c'est pas de votre faute. C'est-à-dire que en voulant faire de vous des marginaux, vous devenez de plus en plus des marginaux. C'est ça qui arrive avec les... Depuis la création de Rebelle, Rebelle a toujours été mis de côté. On ne s'est pas plus radicalisé. En fait, on se nourrit pas de personnes qui sont des radicaux. On parle aux gens, justement, qui sont soit en détresse. Et vous rejoignez de plus en plus de monde? Oui. Je pense que si on mesure, par exemple, l'attraction de votre page YouTube, votre page Facebook, le nombre de vues, je ne sais pas si c'est vous qui avez, par exemple, sorti la fameuse vidéo là, qui est virale en ce moment même, bien que quand l'épisode va sortir, les gens s'en souviendront plus, mais l'altercation entre Luc Boileau et c'est pas nous, non. C'est pas vous, mais en tout cas, je l'ai vu sur la page Twitter de Guillaume Roy. Je pensais que ça venait de vous. Ça a monté à comme 1,5 million de vues. Bref, il y a de plus en plus de gens qui vous suivent et le statut qui est le vôtre ne change pas. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, vous allez vous retourner vers la Fédération des journalistes, le conseil de presse, vous allez dire, ben là, comment vous faites pour justifier qu'on ne soit pas un organe de presse et qu'il y a des millions de personnes qui nous suivent à tous les jours? T'sais? C'est ça que j'appelle se radicaliser, c'est-à-dire votre discours va devenir de plus en plus colérique, c'est-à-dire vous allez de plus en plus devant l'incapacité de justifier ça. T'sais. Oh, mais je crois pas. Parce que de toute façon, mon patron, qui était auparavant, c'était The Sun. Oui. Sun News. Oui, Sun News. Oui, Ezra Levin était à Sun News. Excuse-moi. Lui, le pourquoi il a créé son média, c'était justement parce qu'il ne voulait pas avoir une ligne directrice. Il voulait être libre de pouvoir rapporter les informations comme il le voyait, sans avoir de filtre et sans avoir de censure. Et c'est pour ça que ça fait 10 ans maintenant. Donc, en 10 ans, Rebelle a toujours été pas mal la même chose. OK. Donc, ça n'a pas changé. Il y a pas de... Tu ne ressens pas dans le regard des autres, puis c'est sûr que tu es sensible au regard des autres. Là, tu dois des fois essayer d'obtenir une entrevue, puis je t'ai déjà vu à côte avec des journalistes de Radio-Canada. Là. Je veux dire, tu les crois, ces gens-là. Tu ne sens pas une transformation dans leur regard par rapport à vous, à votre travail? Il y a des gens, je vais vous avouer que des gens dans les médias traditionnels qui me suivent et qui me remercient pour mon travail. Parce qu'ils disent qu'il y a des choses que je montre qui n'est pas montré nulle part ailleurs. Justement, j'avais parlé avec un caméraman d'un média traditionnel qui me disait justement qu'eux ne couvrent plus des manifestations pro-Palestine, comme vous dites, puisqu'ils se faisaient attaquer. Donc, maintenant, ils ne les couvrent plus, tout simplement. Sauf que nous, on ne se laisse pas intimider, on continue à le faire. Mais leur regard, c'est sûr qu'il y a certains d'entre eux qui sont très en désaccord avec comment on rapporte l'information et qu'ils ne comprennent pas que des fois, on partage la place avec eux, comme au débat.
Ça a créé beaucoup de frustration. Pourtant, dans la salle, il y avait des médias de gauche, de très de gauche, des médias de droite, des médias qui étaient... Ben, les médias de droite, c'était plutôt les médias... Centre-droit, peut-être? Centre-droit, c'est les médias Centre-gauche. alternatifs, là. Mais tu sais, tu avais toutes sortes de médias, mais ça a créé vraiment beaucoup de tension, le fait qu'on soit là. Puis le pourquoi qu'il y avait autant de médias alternatifs, comme il y avait True North, Countersignal, Western Standard, en tout cas, je ne commencerai pas à toutes les nommer, c'est parce que nous, on avait gagné en cours en 2021. Et donc, j'avais été celle qui avait été envoyée en présentiel. Et on avait toutes les autres par téléphone. Parce qu'à ce moment-là, c'était la COVID. Et par la suite, ben, ça crée un précédent. Et donc, ces personnes-là avaient comme l'entité là, pour l'élection, là, Canada, n'avait pas le choix de les laisser appliquer puis être accrédités puisqu'il y avait une ordonnance de cours. Donc, ces gens-là ont été capables de pouvoir aussi faire entendre leur voix pour ceux qui les écoutent. Il reste à voir si la prochaine fois, ça va se passer de la même façon, parce que là, avec l'annulation du point de presse, peut-être qu'ils vont trouver ça plus simple de simplement. Et je pense qu'ils vont l'abolir. J'ai l'impression qu'ils vont l'abolir. Ils vont abolir l'entité. Là. Et juste après que. Ben, l'entité, c'est pas grave que ça disparaisse, mais là, tu veux dire, moi, je parle du point de presse. Ils vont pas abolir le point de presse qui suit le débat. Ça va être organisé sûrement par soit Radio-Canada ou par une autre entité médiatique. Et ces entités médiatiques-là vont être capables de décider qui ils laissent rentrer en tant que journaliste ou pas. Et c'est là qu'on risque d'avoir un problème par rapport à comment on va faire valoir notre voix, là, puis qu'on va être capable de gagner par rapport à ça. Parce que nous, c'était vraiment par rapport à l'entité du débat, là, du débat des chefs, qui, eux, avaient une ordonnance de cours. Donc, s'ils abolissent cette entité-là, bien, l'ordonnance de cours ne fonctionne plus. Donc, il va falloir encore faire des démarches légales. Tu viens de parler de journalistes issus des médias traditionnels qui saluent ton travail, qui, évidemment, je l'imagine, dans l'intimité, hein, par message privé, peut-être même crypté sur Telegram. Bon, on n'ira peut-être pas là. Mais moi, je me rappelle d'une altercation. Est-ce que je peux appeler ça une altercation? Non, pas une altercation, mais d'une séance de boudage de Chantal Hébert que tu avais croisée proche du Parlement. Tu avais essayé d'aller lui parler. Elle s'était approchée de toi. Puis lorsqu'elle avait comme un peu plissé les yeux comme ça, puis elle avait réalisé que c'était toi, puis elle s'était retournée, puis elle était partie comme ça. Ça, c'est quoi? C'est du snobisme? Bien, moi, je voulais juste lui demander pourquoi elle avait dit quelque chose de complètement faux en ondes. Et si elle voulait peut-être se rétracter, s'excuser. Et à ce moment-là, elle est devenue quasiment hystérique, elle est partie. Et là, j'ai fait, ben qu'est-ce qui se passe? Je vous amène comme quoi que vous avez fait une erreur. Et au lieu de dire, oh, je m'excuse, je pensais que, elle a tout simplement disparu. C'était quoi l'erreur? Est-ce que tu t'en rappelles? Oui, en fait, dans le fond, elle nous disait qu'on faisait la promotion de devenir le 51e État, alors qu'on jamais on a parlé de ça, jamais on n'a fait aucune promotion. C'était carrément faux, là. Que Rebel News faisait la promotion de ça. Oui. OK. Alors que nous, tout simplement, on a posé des questions par rapport à ce que vous voulez ou non, ce qui est tout à fait légitime. Chose que Radio-Canada a déjà fait, TVA a déjà fait dans Exactement. les Vox Pop à l'extérieur. Mais à cause que là, on est étiqueté d'extrême droite, qui veut dire absolument rien aujourd'hui, ou qu'on a un penchant un peu plus conservateur. Là. Je veux dire, on ne va pas se le cacher. Là. Mais c'est les idées conservatrices. Hein. C'est pas... Le Parti conservateur. Exactement, parce qu'on était très critique de Erin O'Toole. Puis même Erin O'Toole ne voulait rien savoir de nous. Ouais? Ben oui. En fait, on avait de la misère à accéder à leurs événements. Je me suis fait escorter à l'extérieur des événements d'Erin O'Toole. Ils ne voulaient absolument rien savoir de nous, là. Donc, il faut faire attention quand ils disent « Ah, ils sont associés à le Parti conservateur », alors que c'est aucunement vrai. J'ai eu...
quelques questions que j'ai réussi. C'est pas aucunement vrai. C'est pas totalement vrai. Est-ce que vous êtes capable de dire qu'on a eu une entrevue 1-1 avec Pierre Poilievre? Non, je peux pas dire ça. Mais Andrew Scheer, par exemple, vous avez quand même fait la promotion de votre média. À un moment donné, il était chef du Parti conservateur, puis il avait encouragé les gens à tourner le dos aux médias traditionnels, puis il avait dit qu'il faut se renseigner autrement. Andrew Scheer ne nous parle pas vraiment, là. Mais est-ce qu'ils ne vous parlent pas parce qu'ils veulent prendre le pouvoir puis ils ont compris que les Canadiens, majoritairement, sont méfiants, par exemple, d'organisations comme la vôtre? Ou ils ne vous parlent pas parce qu'il y a véritablement une différence de... Est-ce que c'est opportuniste ou c'est vraiment... Je pense que chaque individu du Parti conservateur est différent. Ouais. Alors qu'il y a des gens qui nous adorent, qui vont nous parler, ils n'auront pas de problème, qu'il y en a d'autres à l'intérieur du parti qui ne veulent rien savoir de nous. Tu sais, on ne peut pas dire « le parti est comme ça ». Chaque individu est différent et chaque individu a leur vue. Et comme je vous dis, il y en a dans le Parti conservateur qui ne nous parleront tout simplement pas. Parlons des politiciens, justement, parce que tu es déjà allé quelques fois à l'émission de Benoît Dutrisac. Benoît Dutrisac, que j'ai reçu, moi, parmi mes premiers invités à Il reste du monde, m'avait dit un truc. Je le croyais pas, moi, quand il m'avait dit ça. Puis maintenant que j'anime de plus en plus à la radio, je suis désormais convaincu qu'il a raison. Les politiciens ne viennent pas en entrevue, ou ne viennent plus, ou en tout cas, sans se tromper, de moins en moins en entrevue. Quand on les attend avec un micro, ils font vite, ils s'échappent. Et quand on les suit, là, on entre dans ce qu'on vous reproche souvent, c'est-à-dire la provocation. On dit « Ah, ils sont fatigants, Rebel News, ils mettent le micro dans la face du monde. » Ouais, mais là, on en a suffisamment parlé là, de vos méthodes. Parlons du fait que les politiciens, il fut quand même un temps où ils s'arrêtaient, répondaient aux questions, s'assoyaient avec des journalistes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben moi, j'ai comme l'impression que ils ont une ligne directrice. Il faut vraiment pas qu'ils dérogent. Puis ils ont tellement peur de dire quelque chose qui va déplaire soit au chef du parti ou au parti en tant que tel, que maintenant, ils préfèrent juste ne rien dire. Je pense qu'ils ont tellement peur de dire leur opinion ou de dire quelque chose qui va déplaire ou qui va leur nuire au niveau électoral qu'ils n'osent juste plus parler. Puis ça, moi, je leur reproche parce que vous êtes des servants publics. Ben oui. Vous devez répondre, même si ça serait un citoyen qui vous filme, le citoyen, vous devez lui répondre. Vous êtes les représentants, vous prenez les décisions, vous devez répondre aux questions. Que ça soit un média de gauche, droite, whatever, vous avez besoin de répondre aux questions. Et ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas... Il n'y a personne qui est tenu responsable parce que à chaque fois qu'on leur pose des questions, de toute façon, la plupart du temps, c'est des questions tellement... Tu sais, je veux dire, c'est pas des questions qui sont bien challengeantes, là. Tu sais, je veux dire, il y a personne qui les confronte vraiment à des questions qui sont difficiles. C'est que là, eux autres, ils ont le beau jeu, là. Je veux dire, ils font plein de gaffes. On l'a vu de toute façon dans les dernières années. Ben oui. Le pays ne s'en va pas dans la bonne direction. Que ce soit au Québec, que ce soit au Canada, on ne s'en va pas dans la bonne direction. On est capable de le voir. On voit de plus en plus les conséquences de ces prises décisionnelles-là. Mais quand on essaie d'avoir des réponses, c'est impossible. Je veux dire, ils ne nous répondent pas. Puis s'ils nous répondent, ils ne répondent pas à la question, ils répondent d'autres choses. Donc, ça vient monter une grogne. Méfiance. Une méfiance. Et là, on voit de plus en plus de personnes qui ne veulent pas voter parce qu'ils disent, de toute façon, ça va résulter au même. Puis c'est de plus en plus difficile de convaincre ces gens-là qu'ils ont tort. Ces mêmes gens-là qui ne sont pas convaincus que l'exercice démocratique a encore une valeur. Puisque là, on traverse, par exemple, des scandales comme ça clique. Là, il y a des gens qui se font éclabousser puis ils ne sortent pas publiquement. Ils disent notre bureau ne va pas émettre de déclaration, le ministère ne veut pas émettre de déclaration, nous ne sommes pas disponibles en entrevue, nous vous renvoyons à telle déclaration qui a été faite à telle date. Là, il y a quelque chose, on parle de méfiance. Il n'y a pas un danger que cette méfiance-là
se transforme, parce que tu as utilisé le mot grogne. Et le mot grogne, c'est un mot plus grave que méfiance. Parce que de la grogne, là, ça commence à ressembler à... On sort dans la rue. On l'a vu avec le convoi, les gens étaient vraiment à bout, là. Il y a des gens qui souffraient, là. Tu sais, il y en a qui s'en allaient tout perdre, là, leur business, tout, là. Les gens ils étaient rendus au bout du rouleau, là. Là, c'était de la détresse. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a invoqué les mesures d'urgence. On les a battus, on a brisé leurs véhicules, on les a arrêtés massivement, on les a battus sur la scène publique. Parce que quoi? Ils voulaient parler avec les dirigeants, ils voulaient leur dire, écoutez, on peut plus, là. On est en une vraie détresse. C'est pas normal. Nous, on a été sur les lieux pendant 1 mois. J'ai été à Ottawa pendant 1 mois de temps. Ce n'était que de l'amour, là. Des gens qui venaient de toutes sortes de différentes vies, là. Des gens... Que de l'amour, oui. Ben oui, sérieusement, avec autant de personnes dans un endroit où il y a beaucoup de divergences d'opinions puis de vues, j'ai pas vu personne se battre. Là. Mais il n'y avait pas vraiment de... En fait, est-ce qu'il y avait de la divergence d'opinion à travers les gens qui étaient là-bas? C'était pas tous des gens qui pensaient un peu pareil? Ben, je veux dire, sur une chose. Oui, mais c'est ça. Mais la chose... sur les autres enjeux ou dans la vie de tous les jours, je ne suis pas en accord probablement avec les autres qui étaient présents sur bien des enjeux. Mm-hmm. Mais sur l'enjeu qui les réunissait, ils étaient d'accord. Sur l'enjeu qui les réunissait, c'est ce qui a fait que les gens venaient, donnaient de la nourriture aux gens qui étaient présents. Ils nourrissaient aussi les sans-abri. Et je les ai vus pelleter la neige, ramasser les déchets. Je veux dire, ou dans une manifestation qu'on a vu ça auparavant, là, des gens qui faisaient en sorte que tout restait propre, tout restait ordonné. Les gens qui essayaient de s'entraider le plus possible, s'emmenaient de l'essence, moi, j'ai pas vu. Mais en même temps, Alexandra, il y avait quand même une menace, pas d'insurrection, le mot serait trop fort, mais le fait qu'on ait choisi la périphérie du Parlement, symboliquement, c'était fort. Ou dans une démocratie, on manifeste quand on est en désaccord avec le gouvernement, on s'en va devant le Parlement. Je suis désolée, mais c'est ça. Ils ont choisi le Parlement parce que c'était la seule façon pour eux de pouvoir justement engager avec le gouvernement. Et donc, ils sont allés devant le Parlement. Donc, si on critique le pourquoi ils sont allés devant le Parlement du Canada, bien là, il faut poser une question en tant que peuple. Là. Si on a un problème avec des gens qui manifestent devant un Parlement, alors qu'il y a des manifestations pro-Hamas qui manifestent, qui appellent au djihad devant le Parlement, puis ça, c'est pas un problème. Mais effectivement. Alors que ces gens-là, qui demandaient seulement d'enlever les mesures sanitaires, de les laisser pouvoir continuer à travailler, de les laisser pouvoir nourrir leur famille. Puis là, on a un problème avec ça parce qu'ils sont devant le Parlement. Moi, en tout cas, il y a les business qui ont décidé de rester ouvertes, là. Eux autres, là, ils ont sauvé leur business. Ils s'en allaient en faillite, là. Ils ont été capables de se remettre sur pied. Des business qui étaient autour du Parlement pour vendre la nourriture. Il y en a quelques-uns qui ont resté ouverts, là. Puis eux autres, là, ils les aiment, les gens qui étaient au convoi. Ils les remercient. J'ai vu des gens nettoyer dans un Tim Hortons, d'aider aussi à la cuisine dans un autre restaurant pour essayer justement de faire rouler la business. Tu sais, c'est sûr que dans une grosse manifestation avec autant de monde, tu vas toujours avoir des mauvaises pommes qui vont essayer de causer des problèmes. Mais est-ce qu'on va peindre des milliers de personnes parce qu'un petit groupe a décidé qu'eux, ils allaient causer des problèmes? Ouais. Donc là, il faut faire la part des choses. Là. Mais tu n'as pas rencontré des gens là-bas qui voulaient entrer dans le Parlement? Pas entendu ça, moi. Tu n'as pas rencontré des gens qui voulaient passer à la violence, par exemple, éventuellement? Non, moi, ce que j'ai entendu, c'est ça qu'on leur a reproché. C'est pour ça que c'est ça qu'on leur a reproché. Parce qu'on a essayé de dépeindre le mouvement devant le Parlement avec les autres mouvements un peu partout au Canada. Il y en avait un à Coutts, il y en avait un aussi qui avait bloqué le pont, je pense, à Windsor. On a essayé de tous les mettre dans le même panier, alors que c'était tous des mouvements séparés. Mais celui qui était au Parlement, c'était des gens qui voulaient absolument que le gouvernement engage en conversation avec
eux. Mais comment ça aurait été possible, d'ailleurs? C'est une question que je me suis souvent posée. Parce que c'est sûr qu'on ne peut pas se dire démocrate et ensuite regarder de haut le fait que des gens veuillent rencontrer les élus. Je veux dire, tu comprends où je veux en venir? C'est que c'est ça, la démocratie. C'est le pouvoir du peuple. En même temps, comment ça aurait été possible, tu sais, dans un État de droit, dans un pays du G7, où il y a un premier ministre, un conseil privé, des ministres, des porte-paroles. Comment on fait pour décider que, OK, c'est beau, on va rencontrer ces gens-là? On rencontre qui, premièrement? Il y avait des leaders. Oui, mais les leaders, je veux dire, les leaders, ils étaient les leaders d'un groupe non élu. C'est des leaders non élus non plus. Tu sais, par exemple, on pourrait faire la comparaison. Je l'ai entendu d'ailleurs, cette comparaison-là. Les gens disent, ouais, ben, les présidents de centrales syndicales, ils rencontrent les élus. Ouais, mais les présidents de centrales syndicales, ils sont élus. Ils sont élus à travers un processus démocratique. Les leaders des camionneurs, c'était qui? C'était de où ils sortaient. Toi, tu les as rencontrés? Oui. Donc, c'était qui ces gens-là? De quelle légitimité ils étaient capables de se draper? Est-ce qu'ils avaient vraiment un support qui allait au-delà de celui qu'offraient les camionneurs qui étaient réunis autour du Parlement? Bien, ces gens-là, c'était des leaders naturels. Là. Dans le fond, c'est eux qui ont commencé justement à parler. Au début, ça s'est passé dans l'Ouest. Hein? Puis ensuite de ça, l'Est, c'est comme embarqué dans la mouvance. Mais c'était Tamara Lich, elle en avait parlé. Ensuite de ça, il y a des gens qui se sont comme greffés à Tamara pour l'aider avec la logistique, avec aussi le GoFundMe, avec comment il allait organiser aussi. Mais il y avait des leaders aussi de chaque convoi qui leadaient les convois vers Ottawa. Fait que, il y avait plusieurs personnes impliquées dans tout ça. Mais leur demande était claire. Les demandes étaient connues par tous. C'était en fait de lever les mesures sanitaires, de les laisser pouvoir revenir à la vie normale, de réouvrir leur business, de pouvoir justement opérer. Tout a parti avec la mesure qu'ils voulaient imposer aux camionneurs s'ils traversaient entre les États-Unis et le Canada, il fallait qu'ils fassent une quarantaine. Mais tu sais, il y a des camionneurs là-dedans qui sont 1, 2, 3 dans la business, ne peuvent pas se permettre ça. Ils allaient être obligés de fermer complètement. Et ça partit de ça. Dans le fond, la demande, c'était d'enlever les mesures sanitaires, de permettre au business de réouvrir et de les laisser opérer. Oui. Puis de ne pas forcer les gens à une vaccination pour continuer leur vie. C'est pas normal qu'on demande à des gens de recevoir un vaccin pour pouvoir être dans la vie, continuer à faire leur vie normale. Ce n'est pas normal. Mais ça, je sais que les revendications étaient relativement claires. Moi, c'est pas là où je trouvais que le bas blessait, c'est qu'un État de droit, puis je sais que c'est prétentieux en le disant, mais il peut pas rencontrer n'importe qui, il peut pas, à chaque fois que des gens s'agitent, prendre au sérieux un mouvement comme ça, parce que sinon, c'est le désordre. Sinon, il suffit que de sortir. Regarde, par exemple, on pense aux représentants des mouvements pro-palestiniens en ce moment à Montréal, des différentes organisations qui handicapent une partie du centre-ville de façon régulière, qui vont dans la provocation. Le jour où ces gens-là vont demander de rencontrer François Legault, c'est sûr que François Legault ne les rencontrera pas. Non, mais par exemple, leurs revendications, les choses qu'ils demandent de plus en plus, ils sont en train de le faire. Comme quoi? Ben, juste M. Carney, récemment, a décidé d'émettre et de suivre les autres pays pour dire qu'il allait reconnaître l'État de la Palestine. Donc, de plus en plus, ils voient que leur démarche est en train d'arriver à ce qu'ils veulent. Ils sont en train d'essayer d'aller chercher la sympathie des gens de plus en plus et ils voient que ça arrive à du positif dans un certain extent. C'est-à-dire qu'ils font des gains, contrairement à ce que... Oui, je comprends ce que tu veux dire. Tu dis, ils ont gain de cause. Après, c'est ça que tu dis. Tu dis l'intimidation, les manifestations bruyantes, ça finit par fonctionner. C'est ça que tu dis. Mais tu sais, ça aurait été facile pour le gouvernement de dire, on vous a entendu, on comprend, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Ça n'aurait pas suffi. À l'époque, là, on parle des camionneurs. Tu penses qu'ils seraient retournés chez eux? Oui. Moi, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit... quand ils vont décider de lever les mesures sanitaires et de nous laisser vivre notre vie,
comme c'était avant, ils allaient tous partir. En fait, au début, ils n'étaient même pas supposés d'être là pendant 3 semaines. Et eux autres, ils pensaient, la plupart, là, qu'ils allaient venir là, pour une fin de semaine, une semaine max. Ça s'était extensionné jusqu'à 3 semaines, mais la plupart, ils n'avaient pas prévu ça. Là. Je veux qu'on revienne pour terminer, sur une question qu'on a abordée tantôt. Puis pour moi, il faut l'aborder de façon originale puisque Rebel News fait les choses autrement, puis que j'essaie de faire les choses autrement aussi. La question du rapport des politiciens envers les élus. Les deux, on convient que de plus en plus, les politiciens trouvent que c'est accessoire d'accorder de l'attention aux élus. C'est un caprice qu'on peut se payer comme ça une fois de temps en temps, mais on n'a pas besoin de le faire. Ça passe de mieux en mieux. On n'a qu'à envoyer on fait affaire avec des firmes de relations publiques qui prennent une position à la place de nos élus. Il y a comme une vraie distance qui se fait entre le quatrième pouvoir, celui des journalistes, et le pouvoir politique, le pouvoir législatif et exécutif. Moi, des fois, j'ai l'impression, puis je veux t'entendre là-dessus, que c'est un peu de notre faute, les citoyens, parce qu'on est de plus en plus dans un monde où on exige la perfection. Hein? Les mœurs contemporaines, c'est on ne prend pas beaucoup de risques. La personne qui est exubérante, elle est suspecte. On veut des choses froides, plastiques. Hein? On se tient de même. Et dès que quelqu'un parle plus fort, on trouve ça un peu gênant. On a des politiciens qu'on mérite. Tu sais, des politiciens, alors qu'on instaure nous-mêmes dans la société, et ça va jusque dans les médias, un climat de platitude semblable, ben, on a des politiciens qui sont issus de cette génération-là, qui arrivent au pouvoir, puis qui, eux aussi, ne sont pas portés à prendre de risques, eux aussi ne sont pas portés à dire les choses franchement, donc on s'enferme dans une espèce de charabia administratif qui ne veut rien dire, puis finalement, on vit dans un monde qui est tout sauf franc. Mais c'est de notre faute. C'est exactement ça. On récolte ce que l'on sème, je pourrais dire. De plus en plus, les gens n'osent pas justement parler des vrais problèmes, des vrais enjeux. On a peur, tu sais, comme par exemple, au niveau de l'immigration, les gens, ça a pris combien de temps avant que les gens commencent à en parler, de peur d'être étiquetés racistes, xénophobes ou autres. Mais là, maintenant, on est face à un réel problème. Et là, c'est un peu trop tard parce que comment on gère la situation, là, où qu'on commence. Mais plus on essaie de se voiler la face, puis plus on résulte avec justement les politiques qui émergent de ça. Là. Moi, je trouve que c'est important, peu importe, là, c'est d'arrêter d'être politiquement correct, là, puis d'arrêter de se censurer, puis de dire les vraies choses, puis oui, vous allez froisser des gens. Oui, vous allez rendre des gens mécontents. Puis il y a maintenant, tout le monde est froissé avec tout. On peut plus rien dire. Les gens, juste regarde les humoristes. Je vais vous donner un exemple. Ils veulent même plus faire des blagues parce qu'ils ont trop peur d'être soit attaqués, de se faire censurer, de se faire boycotter. Je veux dire, on est rendu tellement dans une société aseptisée que là, on dirait que dès qu'on déroge, c'est comme il y a un cataclysme. Là. Je veux dire, figure de style. Là, mais je veux dire, malheureusement, c'est ce qui est en train de se produire. Puis, ben, les politiciens, c'est sûr qu'eux autres vont en profiter, tu sais, puisque les gens n'osent plus vraiment parler, ben, eux autres, ils ont beau jeu. Ils ne sont pas vraiment confrontés à quoi que ce soit, tu sais. Puis, de toute façon, les politiciens aussi jouent un peu ce jeu-là. C'est quand on leur pose justement des questions, parce que moi, je l'ai vu, là, il y a des gens qui, justement, ils ont essayé de parler d'immigration, puis se sont fait traiter eux-mêmes de racistes par des politiciens dans leur face, juste parce qu'ils essayaient de parler, justement, d'immigration. Il n'y a aucun contrôle sur l'immigration en ce moment. Là. Je reviens de la frontière, puis on pourrait en parler pendant longtemps. Là, oui. C'est une question politique, et pourtant, on a décidé que c'était une question de mœurs. Donc, si tu en parles, tu es du côté du mal. C'est tellement plus simple de faire ça. En fait, ça empêche la réflexion. On désigne un coupable, on désigne un bon, puis on s'en lave les mains. C'est comme une bande dessinée, sauf qu'on vit dans la vraie vie. Puis, tu sais, pour la sécurité de tous aussi, là, cette question de tout le temps, là, c'est pour ta sécurité, c'est pour votre sécurité. À un moment donné, ça va faire, là, la sécurité. Là. Je veux dire, on dirait que le gouvernement fait plus d'interventions pour notre sécurité, alors qu'il nous enlève de plus en plus des droits. On est de moins en moins libre. Les gens ne s'en rendent pas nécessairement compte parce que là, leur quotidien n'est pas nécessairement affecté. Mais le jour que ça va être affecté,
ben là, ils vont se rendre compte, ben coudonc, comment ça, j'ai plus ce droit-là? Pourquoi j'ai plus cette liberté-là? Ben parce que justement, vous n'avez pas agi parce que vous disiez que, bon, puisque ça ne me touche pas, pourquoi pas, ou je me mêle pas vraiment de ça. C'est que les gens sont vraiment concentrés sur leur quotidien, tu sais. Si ça me dérange pas, si ça dérange pas ma petite vie, bon, il n'y a pas de problème. Fait que c'est ça, là, tu sais, on voit, là, juste au Parlement puis à l'Assemblée nationale, ils passent toutes sortes de lois très liberticides, by the way. Puis, et personne, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas personne qui parle contre, là. Juste la loi des élus, là, justement, là, qui avait passé, là. Sur l'intimidation, là? Oui. Hein, c'est grave, ça, là. Tu sais, je peux comprendre que si, admettons, un élu se fait harceler, suivre, reçoit des menaces, le code criminel est là. Appliquez-le. Pourquoi mettre, en plus de ça, une autre loi qui est clairement contre des personnes ou des voix qui sont dissidentes ou des gens qui ne pensent pas de la même manière ou qui veulent avoir des réponses à leurs questions? Pourquoi il faut pénaliser ces gens-là qui, eux, veulent avoir des réponses à leurs questions? Là, ça fait juste encore plus polariser la population. Fait que, on va voir qu'est-ce qui va se passer, mais je pense que les gens, de plus en plus, sont en train de se réveiller, sont en train de... quand même assez... Les gens sont assez intelligents pour voir qu'est-ce qui se passe là aussi. Là. On a des doubles standards un peu partout. On a 2 poids, 2 mesures. Les gens sont capables de le voir. Là. Merci beaucoup, Alexandra Lavoie. Moi, à ce podcast-là, je veux entendre toutes les idées. L'objectif de notre rencontre aujourd'hui, c'était pas de trancher si vous êtes des journalistes, si vous en êtes pas, si vous êtes un média, si vous en êtes pas. Chose certaine, moi, je vais continuer de vous suivre parce qu'il y a des choses que je ne lis nulle part et que je lis seulement chez vous. Il y a des choses que je vois nulle part et qui arrivent pourtant à 2 kilomètres de chez moi et je veux les voir, je veux comprendre le monde. Le monde, il est parsemé d'événements, de tendances. Moi, je fais confiance aux gens, à vous d'ailleurs, à la maison. Vous êtes capable de vous faire votre propre idée. Vous n'êtes pas des crétins, vous n'êtes pas des crédules, vous n'êtes pas des bêtes, vous êtes des êtres humains, vous êtes dotés de la raison. Je vous fais confiance. Merci encore d'être venu. Merci à vous d'avoir été là. Donc, si vous voulez vous abonner, vous descendez comme ça. En bas, il y a 2 façons de s'abonner. En fait, vous pouvez vous abonner gratuitement. Il suffit de vous abonner. C'est écrit juste en bas. Vous pouvez aussi nous supporter, nous soutenir financièrement. Et là, encore, il y a 2 options. Il y a Patreon, le lien est dans la description. Il y a également via YouTube. Donc, des 2 façons, Patreon et YouTube, vous allez pouvoir accéder aux épisodes 3 semaines d'avance, sans publicité, ainsi qu'à du contenu exclusif pendant 3 mois et ça aussi sans publicité. Sinon, on se voit à mardi prochain. Bye bye.